Bonjour spectateurs, bienvenue dans votre nouvel épisode d'Enquête statistique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la surconfiance des individus et à leur choix face à des situations risquées. Peut-on trouver des corrélations entre ces deux variables et comment les expliquer? Quels sont les facteurs qui peuvent influencer les individus dans leur prise de décision face à des situations risquées? Pour notre étude, nous nous sommes adressés aux 44 étudiants de la licence 3 Maths Économie de Rennes le 18 septembre 2015. Les étudiants ont eu 2 heures pour répondre à notre questionnaire. Dans notre échantillon, la parité homme-femme est parfaitement respectée. Notre projet se décompose en 2 parties distinctes et indépendantes. Dans la première partie, les individus sondés ont dû attribuer une note face à la confiance qu'ils attribuent aux investissements financiers. La note de 0 correspondant à la peur des investissements financiers et celle de 10 à une envie de prendre des risques sur les marchés financiers. Ensuite, nous avons proposé aux participants une situation réelle. Dans cette situation, les participants ont le choix entre une loterie où ils peuvent gagner 300 € avec une chance sur 2 ou ne rien gagner avec une chance sur 2, ou choisir un montant certain qui variera entre 0 et 220 € en fonction des étapes. Nous verrons le comportement adopté par les individus en fonction du montant certain proposé. Pour chaque individu, nous avons pu calculer l'équivalent certain. Cet équivalent certain est égal au montant pour lequel l'individu est indifférent entre la loterie et le montant certain proposé. Nous avons ensuite pu en déduire la prime de risque de chaque individu. Cette prime de risque étant égale à la différence entre l'espérance de la loterie qui vaut 150 et l'équivalent certain de chaque individu. Nous avons décidé de représenter la part des étudiants qui choisissent de jouer à la loterie pour chaque montant certain proposé. Nous observons une certaine homogénéité des comportements. En effet, 80% des joueurs refusent le montant certain de 90 € alors que seulement 26% refusent celui de 110 €. En conclusion, 50% des joueurs ont un équivalent certain compris entre 95 et 115 €. Nous avons ensuite décidé de tracer le nuage de points, en prenant en abscisse la note que s'était attribuée l'étudiant au début du projet et en leur donner son équivalent certain. Nous remarquons qu'il n'existe aucune corrélation linéaire, exponentielle ou logarithmique entre ces deux variables. Par exemple, le coefficient de corrélation linéaire R² est égal à 0,013. Pour conclure ce premier test, et contrairement à notre idée initiale, nous remarquons qu'il n'existe aucune corrélation entre ces deux variables. En effet, pour conclure, nous observons que face à une situation avec un montant monétaire, le comportement de l'individu est totalement différent que lorsqu'il doit s'attribuer une note subjective. Dans une seconde partie, nous avons demandé aux individus de répondre à 10 questions du type « Quel est le nombre d'habitants à Rennes ?» Pour chaque question, les individus sondés devront préciser leur estimation basse et leur estimation haute de la réponse. Ensuite, les individus devront estimer le nombre de bonnes réponses qu'ils pensent avoir et le nombre de bonnes réponses qu'ils pensent que les autres auront. Enfin, nous calculerons le nombre de bonnes réponses exactes de chaque individu en partant du principe qu'une réponse est exacte si elle se trouve entre l'estimation basse et l'estimation haute de l'individu sondé. Nous avons ensuite calculé la variable de confiance, better than average. Cette variable de confiance correspond au nombre de bonnes réponses estimées de l'individu moins le nombre de bonnes réponses qu'il estime que les autres auront. Nous avons ensuite pu déduire l'erreur totale qui correspond à la différence entre le nombre de réponses exactes de l'individu moins le nombre de bonnes réponses qu'il estimait avoir. Nous avons ensuite décidé de tracer un nuage de points. Pour cela, en abscisse, nous avons utilisé le nombre de bonnes réponses estimées de chaque participant et en ordonnée le nombre de bonnes réponses exactes de chaque participant. Sur le graphique, nous avons aussi inséré la bissectrice qui correspond à la situation d'équilibre où le nombre de bonnes réponses exactes est égal au nombre de bonnes réponses estimées. Nous remarquons sur le graphique l'omniprésence de situations de surconfiance, c'est-à-dire des situations où l'individu estime qu'il aura plus de bonnes réponses qu'il en a eu réellement. Cela correspond à 26 observations sur 42, soit 60% de notre échantillon. Au contraire, nous observons seulement 20% de situations de sous-confiance où les individus ont sous-estimé leurs bonnes réponses. Nous avons ensuite décidé de représenter les 3 boîtes à moustaches à la même échelle pour pouvoir mieux les comparer, à savoir le nombre de bonnes réponses que l'individu pense avoir, le nombre de bonnes réponses qu'il pense que les autres participants auront, et le nombre de bonnes réponses qu'il aura exactement. Tout d'abord, la moyenne du nombre de bonnes réponses estimées pour soi et celle du nombre de bonnes réponses estimées pour les autres valent toutes les deux 5,13 sur 10, comme leur médiane qui valent 5, ce qui traduit une confiance identique en soi et en les autres sur l'ensemble de la population. De plus, la répartition est beaucoup plus dispersée pour les notes que s'attribuent les individus sondés, avec une étendue de 9 et un intervalle interquartile de 3, alors que l'étendue pour les notes attribuées aux autres participants est de 6 avec un intervalle interquartile égal à 2. Le graphique représentant les notes réelles obtenues par les individus est lui parfaitement symétrique, avec une médiane égale à 4, inférieure aux deux premières, et un minimum et un maximum avec les valeurs respectives de 0 et 8. Pour terminer cette seconde partie, nous avons décidé de nous intéresser à l'importance de la taille de l'intervalle.
cette taille de l'intervalle étant égale à la différence entre l'estimation haute et l'estimation basse de chaque individu. Pour cela, nous avons donc calculé la moyenne de l'intervalle relatif à la moyenne des intervalles. Cette moyenne, notée IREM dans notre projet, prendra une valeur comprise entre 0 et 1 pour un individu qui prend en moyenne des intervalles plus petits que les autres participants. Au contraire, elle prendra une valeur supérieure à 1 pour un individu qui prend en moyenne des intervalles plus grands que les autres participants. Nous avons ensuite représenté le nuage de points en prenant en abscisse le nombre de réponses exactes d'un individu et en ordonnée la moyenne des intervalles relatifs à la moyenne des intervalles de cet individu. Nous remarquons qu'il n'existe aucune corrélation linéaire entre ces deux variables. En effet, r carré est égal à 0,09. Il n'existe donc aucun lien entre la taille de l'intervalle choisi par l'étudiant sondé et le fait que cet intervalle soit correct. En d'autres termes, une personne qui n'a pas une idée précise de la réponse à la question donnera, dans la plupart des cas, une estimation fausse, même si la taille de son intervalle est grande. Pour conclure, suite à nos deux études, nous pouvons dire que dans une population en moyenne, les comportements adoptés traduisent des situations de surconfiance ou d'optimisme. Mais, face à des situations à risque, le comportement des individus est souvent indépendant de la confiance qu'ils expriment. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous au prochain numéro d'Enquête statistique. Niska Nous avons calculé. Ouais, mais attends, mec, ta phrase, je viens de trouver. La moyenne de l'intervalle relatif à la moyenne des intervalles B. En effet, pour conclure, nous observons que tu t'es craqué encore une fois. La moyenne de l'intervalle relatif à la moyenne des intervalles. Putain, mais t'as été chercher ça où en vrai. Le prof, il va dire c'est quoi ce sweet. Bref, bon, je fais la phrase là, vas-y.